Bonjour à tous. Alors ici quelques explications concernant le TP6 qui est à faire donc cette semaine. Vous allez avoir comme d'habitude une semaine pour le faire, mais vous inquiétez pas, on est indulgent si vous mettez un petit peu plus de temps. Ce qui est important, c'est que vous fassiez le maximum et surtout de votre mieux. Alors voici quelques explications générales. Donc dans ce TP6, on va reprendre en fait un ancien sujet d'examen qu'on a donné il y a quelques années et qu'on a donc ici un petit peu arrangé pour que ça fasse un TP. Donc c'est un TP dans lequel on va manipuler des systèmes de fichiers, donc des arborescences dans lesquelles vous avez des fichiers effectivement et également des répertoires qui vont contenir des fichiers. Alors ici on prend quelques conventions particulières où on va stocker que des types de fichiers particuliers, donc on ne stockera pas tout. On va expliquer ça dans quelques instants. Pour l'instant, ce que j'aimerais bien que l'on fasse ensemble, c'est de comprendre l'exercice numéro 1. On va quasi le faire en entier, peut-être pas exactement tout, mais je veux que vous compreniez bien le concept des arbres généraux. Alors, on va mettre ça en perspective par rapport aux arbres binaires. Donc ici, je préparais un fichier à gauche, en bas, dans lequel on va commencer par définir un type. Donc là, on est en anglais, donc on y va, arbre binaire. Mettons un arbre binaire d'entier, on ne va même pas paramétrer le type, donc vous avez soit une feuille binaire, voilà, on peut faire en sorte que notre feuille porte des entiers, soit on a un nœud. Je mets un B ici pour différencier le constructeur puisqu'il est déjà utilisé sans le B dans le type tree, donc sinon le camel ne l'acceptera pas. Et dans le cas des arbres binaires, eh bien, vous avez simplement un entier qui est attaché, comme vous l'avez vu dans les TP précédents, à deux arbres que l'on place donc avec la syntaxe en produit cartésien. Voilà. Donc tout ça marche bien, vous avez un type que vous connaissez, vous savez manipuler tout ça. Je pense que tout ceci est assez clair. Et maintenant, on va plutôt considérer ce qu'on appelle des arbres généraux. Dans ces arbres-là, vous avez une variante intéressante qui vous dit que finalement, à chaque nœud interne, eh bien, vous avez le droit d'avoir autant de fils que vous le souhaitez. Mais un nombre fini quand même. Sinon, on parle d'arbre infini et la théorie est tout de même absolument différente. Donc ici, à un nœud interne, vous avez un caractère, dans l'exemple qu'on a pris, hein, et vous avez une liste d'arbres. En fait, pour y voir plus clair, on pourrait parenthéser notre type de cette façon-là. Seulement avec la priorité des opérateurs de type, le camel le comprend bien comme ça. Donc nous, on va placer les parenthèses pour que ce soit plus clair. D'ailleurs, je vous conseille d'écrire les choses ainsi, c'est peut-être mieux. Donc ici, vous avez des feuilles qui portent des entiers, et vous avez des nœuds internes qui portent des caractères. Et chaque nœud interne est connecté à une liste d'arbres. La liste peut être vide. Dans ce cas-là, votre nœud interne est en fait également considéré comme une sorte de feuille, d'accord, en termes de purement théorie des graphes, mais on va quand même le voir comme un nœud, comme un node. On aurait également pu placer des paramètres de type, juste pour réviser ça, on aurait pu écrire type. Alors, dans les définitions de type, on ne veut pas mettre des primes A comme ça parce que sémantiquement, on n'a pas d'information. On va plutôt mettre étiquette, feuille. Alors là, je vais mélanger l'anglais, donc je vais plutôt mettre label leaves pour les feuilles et label nodes pour les nœuds. Et vous mettez tree comme ça. Donc là, je vais simplement recopier l'arbre de type sous-jacent pour avoir ici, voilà, des choses paramétrées qui sont un petit peu plus génériques. Donc là, on a label nodes. Et là, évidemment, il ne faut pas oublier de remettre, comme vous avez tree ici, les deux paramètres. Alors là, je vous rappelle, et je viens d'oublier, quand vous avez deux paramètres ou plus, il faut mettre les paramètres dans une syntaxe en tuple, en nuplet, pour que ce soit correctement compris. Voilà, donc on écrit ça. Alors, je suis pas sûr du parenthésage, on va voir ça ensemble. Je vais quand même mettre ceci en commentaire, sinon il y a une collision dans le nom des identificateurs pour les constructeurs. Voilà, donc ça passe bien. Voilà, vous avez bien ici le type, cette fois-ci plus général. Vous voyez que là aussi, il m'a enlevé les parenthèses générales.
puisque celles-ci sont juste implicites et elles aident uniquement le programmeur. Ok, donc on va reprendre notre premier type plus simple, qui est le type qui figure dans l'énoncé. Et on va répondre ensemble aux questions. Alors la première fois qu'on voit ça, c'est un peu original parce qu'on sait traiter les arbres binaires. Vous savez que vous avez deux cas dans la récursion à traiter, quand vous avez une feuille et quand vous avez un nœud, et la plongée récursive se fait toujours en deux branches parce que vous avez deux fils au plus. Ici c'est un peu différent parce qu'on a une liste d'arbres qui est attachée à chaque nœud interne. On appelle ça aussi une forêt. Donc une forêt, pour le vocabulaire, c'est une liste d'arbres. Donc c'est une suite d'arbres ordonnés, hein. Il y a un premier arbre, un dernier, un troisième arbre, etc. Si vous avez une liste de taille supérieure à 3, et ainsi de suite. Donc ici, première question, dessiner sur une feuille l'arbre donné en exemple. Écoutez, il n'y a pas de difficulté majeure, il faut faire les choses calmement. Là vous avez une racine qui va être décorée par A, et puis possède cette forêt comme fils, et puis voilà, vous plongez récursivement dans le dessin de tout ça, ça devrait aller. Alors, voilà, les choses deviennent intéressantes dans la deuxième question. 3 count nodes. On doit renvoyer le nombre de nœuds internes dans un arbre passé en paramètres. Donc il va falloir compter combien vous avez dans votre arbre d'occurrence de nodes ici. Évidemment, on va l'écrire récursivement. Ce qu'il faut quand vous avez une question comme ça, c'est toujours essayer de comprendre comment vous pouvez répondre à la question en décomposant votre arbre selon les allures que celui-ci admet. Donc vous regardez votre type vous informe que votre structure, votre objet, il admet deux allures différentes. Donc vous allez commencer par réflexe, écrire un let rec. Structure type récursif, donc let rec, en première approche. Vous enlèverez le rec si sinon il n'y en a pas besoin. Donc on réécrit notre identificateur de fonction. Et là on se demande mais quels sont les paramètres à mettre. Alors ici, pour l'instant, on en a un seul. On complétera éventuellement plus tard. Et comme je vous ai expliqué, vous allez discriminer les cas suivant l'allure de T. Donc match T with. Et là, il suffit simplement de mettre pour l'instant ces deux cas-là. Première approximation toujours, hein, il y a évidemment des variantes. Dans la pratique, vous en avez déjà vu. Hein. Même si vous avez un type dans lequel vous avez que deux formes différentes, dans le match, vous allez peut-être plonger un cran récursivement de plus pour faire apparaître 3, 4 lignes, et ainsi de suite. C'est arrivé dans l'exercice où vous deviez compter, étant donné un arbre binaire, le nombre de nœuds qui ont un fils gauche. Donc ça comptait les arrêts de gauche. Et vous deviez donc plonger un petit peu récursivement de manière supplémentaire. En tout cas, une solution était possible en regardant ce type de procédé. Donc ici, l'if. Alors, quand on a une feuille, peu importe par quoi elle est étiquetée, donc je mets un joker ici, vous avez 0 nœud interne. Donc ça, c'est notre cas de base de la récurrence, d'accord? Donc là, je mets un joker. Si vous ne mettez pas de joker, si vous mettez un L comme label ici, c'est bon aussi, hein, mais on essaye de faire le moins de demandes de liaison. Tout de même, c'est un petit peu préférable quand même. Ça montre au relecteur, au programmeur, à votre coéquipier que vous n'avez pas besoin de cette liaison. Alors dans l'autre cas, vous pouvez avoir un node attaché, donc vous voyez ici un couple, étoile ici, donc là je mets carrément un couple. Et qu'est-ce que j'ai à gauche? À gauche j'ai un caractère. Mon caractère n'influe pas sur le dénombrement des nœuds, donc je vais mettre un joker ici. Par contre la forêt je dois la capturer, parce que ma plongée récursive va être faite à ce stade-là. Donc là je mets forest. Donc ça va me faire la liaison qui va bien. Forest c'est une liste de tri, une liste d'arbres. Et vous savez que pour compter le nombre de nœuds internes de votre arbre total, vous devez additionner le nombre de nœuds internes qui sont dans les arbres qui forment sa forêt. Donc, je vais devoir calculer la liste des nombres de nœuds des arbres de la forêt de T, faire la somme de ce nombre-là et le renvoyer. Sans oublier de faire un plus 1 parce que
j'ai rencontré un nœud ici. Donc ça, c'est le piège classique, c'est qu'on oublie de faire le plus 1. On se retrouve avec un 0 global. Mais ça, vous auriez pu le débugger assez facilement. Donc on y va. On va calculer la liste, excusez-moi, LSTNB, je vais l'appeler comme ça. Ça, ce que je veux, c'est la liste, comme je l'ai expliqué, du nombre de nœuds de chaque arbre de la forêt. Là, rappelez-vous de la fonction map, qu'on reverra encore, vous inquiétez pas si c'est pas encore très clair, mais il faut se familiariser avec ça. Alors là, on en parle un petit peu après dans le TP, on va en reparler. La fonction map, elle prend une liste ici, ça c'est le paramètre le plus important, on va dire, et une fonction de transformation qui prend un élément de la liste et qui vous renvoie un élément cible. Donc ici, vous allez avoir des listes d'arbres, donc prime A, ça va être des trees en fait, et prime B, ça va être des int, ça va être la valeur renvoyée par treeCount node. Et notre fonction de transformation, c'est exactement cette fonction récursive-là. C'est ce qui nous permet de passer d'un arbre à un entier. Entier qui répond à notre question parce que ça fait bien le nombre de nœuds. Donc, on va faire list.map de tree count nodes. Donc ça, c'est bien une fonction de type tree to int. Et là, vous mettez votre liste, c'est-à-dire forest. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a placé dans LSTNB la liste des nombres de nœuds internes de chaque sous-arbre de l'arbre T considéré. Bon, par exemple, dans l'exemple qu'on avait au début, alors bon, je vous laisserai comparer sur vos feuilles, mais là, vous devriez avoir quoi? Vous devriez avoir 1, 2, 0, 2 comme liste, si je ne me trompe pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire la somme des éléments de cette liste pour obtenir le bon nombre de nœuds dans les sous-arbres totaux de notre arbre général. Et c'est là qu'intervient la fonction. Alors je vais l'écrire à gauche parce qu'on ne l'a pas rappelé dans le sujet. Elle est très importante, c'est la fonction de réduction. On appelle également cette fonction la fonction reduce. En Camel, elle se dit fold left, la fonction de pliage. Fold left, on expliquera pourquoi il y a ce left en cours, vous inquiétez pas. Il y a une raison, simplement parce que fold right existe aussi. Et fold right est souvent équivalent à fold left, sauf dans certains cas particuliers. Et également pour des raisons d'efficacité. On y reviendra, c'est une notion qui est assez importante. Fold left, ça marche comment? Je vais vous refaire un exemple, on en avait un petit peu parlé, mais ça fait jamais de mal de refaire des exemples pour illustrer les choses. Mettons, là je mets une fonction qui prend deux entrées, deux éléments que je vais associer entre eux. Mettons que là, je vais travailler sur des chaînes de caractères. J'ai U et V. Et ce que fait mon opération, c'est que ça va prendre U, ça concatène U à la chaîne petit AB par exemple, et ça met V après. Voilà, ça vous fait une espèce de nouvelle chaîne, vous concaténez U, vous mettez AB au milieu et vous mettez V. Maintenant là, vous mettez votre élément de départ. Donc là, je mets la chaîne vide pour ne pas influencer le résultat. Et là, je mets des chaînes de caractères. Alors là, pour qu'on y voit un peu plus clair, je vais mettre 1, 2, 3 et 4 pour qu'on voit bien les choses. Donc ce que va faire cet appel-là, cette expression, elle va s'évaluer en la chaîne de caractères. Alors là, je montrais avec mon doigt sur l'écran, mais c'est pas très malin. Donc ça va faire la chaîne de caractères obtenue en concaténant les éléments de notre liste, suivant la spécification donnée par la fonction à gauche ici. Donc ça va les concaténer en mettant des AB au milieu. Alors oui, là je me suis un peu trompé. Voilà. J'avais oublié un point virgule et ça. Alors il manque quelque chose ici. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors attendez, j'ai un petit souci. On va résoudre assez facilement, je pense. Ah oui, effectivement, j'ai oublié un guillemet ici. Je pense que pour ceux qui l'ont vu, c'était un petit peu frustrant. Voilà, maintenant ça marche bien. Donc là, vous avez donc la chaîne vide qui apparaît ici,
qui est donc le premier élément considéré pour réaliser notre opération, AB1, AB2, AB3, AB4. Il n'y a pas d'AB après parce que cet élément n'intervient qu'au début. Autre exemple, vous pouvez considérer la somme. Donc là, je mets l'opérateur plus. Je vous rappelle juste que l'opérateur plus, c'est une fonction qui prend deux entiers, qui vous renvoie un troisième entier quand vous le mettez entre parenthèses. Donc là, je mets un plus ici. Là, je vais mettre 0. Et je vais mettre une liste d'entiers. Là, si vous mettez ça, il vous dit qu'il y a une erreur de typage parce que vous avez des chaînes et les chaînes de caractères, évidemment, ne s'additionnent pas. Voilà, là et là, vous allez avoir 5 comme résultat. Je peux également faire la même chose avec la fonction max. Alors là, c'est une fonction, je n'ai pas besoin de mettre entre parenthèses, et là, ça va vous renvoyer 2. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez compris. Ce qu'il faut faire, c'est renvoyer le résultat de LSTNB donné par la fonction foldLeft, appelée avec la fonction somme et la valeur initiale 0 de LSTNB. Voilà. Si vous faites ça, vous oubliez de compter la racine initiale, puisque là vous avez bien rencontré un nœud interne, donc il faut faire 1 plus tout ça. Je propose de mettre les parenthèses, même si elles ne sont pas obligatoires, ce sera plus clair. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Alors si vous voulez, on va dire, frimer un petit peu, vous pouvez écrire ça comme ça plutôt. Au lieu de faire 1 plus, vous mettez le 1 ici comme valeur initiale. Voilà, et comme on aime bien frimer, on va plutôt prendre cette solution-là. Et on évalue. Donc vous avez déjà le bon typage. Comme on dit en camel, quand ça compile, ça marche, donc on n'a pas besoin de tester. Évidemment, c'est faux. Il faut tester ça sur les exemples donnés. Voilà, faites au moins 2 ou 3 tests pour être certain que tout marche bien. Test sur papier, vérifiez que vous avez compris. Alors, autre question qu'on va faire ensemble aussi, puisque je pense que c'est important qu'on comprenne tous bien, parce que c'est pas un TP facile. Et vous aurez pas mal de fonctions de collecte en fait, hein, c'est-à-dire vous avez un arbre et vous allez donc extraire des éléments, de l'information. Les arbres servent à ça, hein. Je vous rappelle, en informatique, on organise des données sous forme d'arborescence pour avoir un bon accès à l'information, faire des extractions, faire des transformations après. Donc ces fonctions-là sont très utiles. Et ici, donc, on va écrire notre fonction tree list leaves de t. Voilà, donc là j'ai mis un rec encore, on a l'habitude. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que je vous rappelle, vous avez des arbres dans lesquels on a des entiers qui sont attachés à chaque nœud, chaque feuille, pardon. Et l'objectif, ça va être de les lire et de créer une liste de ces feuilles. De gauche à droite, hein, vous avez une notion d'ordre total hein, qui se voit bien quand vous dessinez votre arbre et qu'on arrive à retracer quand vous faites une plongée récursive en favorisant la gauche. Donc vous avez bien un ordre total sur les feuilles que vous pouvez donc utiliser pour faire cette collecte. Donc ici on a match t with. Donc tout d'abord si vous avez une feuille. Alors évidemment hors de question de mettre un joker parce que la valeur nous intéresse. Donc je vais mettre son label de sorte à être lié à son étiquette réelle. Et là qu'est-ce que je dois renvoyer? Alors là déjà si vous mettez ça, ça ne peut pas être une bonne réponse parce que ça doit vous renvoyer une liste d'entiers. Là, vous avez un arbre qui est réduit à une feuille, donc la liste de ces étiquettes, bah, c'est simplement la liste qui contient LBL. On a donc ceci. Alors, les choses se gâtent à ce stade-là. Donc, on va écrire les choses ensemble, on va faire des erreurs volontaires et on va les rectifier au fur et à mesure. Donc déjà, les nœuds, on ne se préoccupe pas de leur contenu. Donc, je mets encore un joker ici. Là, on a forest. Reste valide. Donc, là, vous avez commencé à voir les choses. Donc, si je veux obtenir la liste des feuilles, des étiquettes des feuilles, pour parler de manière plus rigoureuse, je vais devoir appeler la fonction récursive sur tous les éléments de la forêt. J'obtiendrai ainsi une liste de réponses. Comme une réponse, c'est une liste d'entiers, j'aurai donc une liste de listes d'entiers. On va écrire ça. LST collection.
Donc là, vous écrivez list.map, tree, list. Alors attention, erreur que j'ai beaucoup vue quand on est dans la bonne époque où on avait encore des TP dans les salles. Erreur courante, c'est d'appeler la fonction du dessus. Hein. D'écrire tree compte node ici et de ne pas réussir à débugger quand les types néanmoins correspondent. Donc faites attention à ça, c'est une erreur qui est pas du tout grave mais qui peut vous faire perdre pas mal de temps. Donc essayez d'être bien concentré, utilisez un éditeur du style VI qui vous permet de faire des colorations d'occurrence peut-être pour visualiser tout ça. Voilà, donc là vous avez le bon appel et vous prenez donc forest. Donc là ça vous crée une liste de réponses. Donc là on a une liste de listes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est votre liste de listes. Il va falloir faire en sorte de concaténer ces listes-là pour avoir la réponse finale. Et pour ça, il y a une fonction qui s'appelle flatten, qui existe. La fonction flatten du module list, elle prend une liste de listes et elle va, comme son nom l'indique, l'aplatir en une seule liste. Alors, je vais vous montrer un exemple. C'est peut-être ce qu'il y a de plus clair. Là, je vais prendre une liste de listes. Donc là, vous voyez, j'ai une liste. Là, je prépare des listes à l'intérieur. Et je vais mettre des entiers pour des raisons de simplicité. Là, je laisse la liste vide, pas de souci. 0, 1, 3, 2. On peut avoir des répétitions, évidemment. Comme ceci. Là, quand j'évalue ça, vous voyez, ça m'aplatit, ça m'enlève un niveau de profondeur dans mes listes de listes. Pour les concaténer exactement. Donc ça me fait 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 1, ce qui est exactement là, la liste vide évidemment ici, est totalement oubliée. Donc là, vous pouvez faire un list.flatten de lst collect. On va vérifier si ça a des chances d'être bon. Donc là, vous voyez, vous avez tree list leaves, tree variant list, donc a priori c'est pas mal. On va quand même mettre une variante à cette fonction-là en utilisant le fold, juste pour vous montrer que c'est possible de le faire différemment, même si vous n'aviez pas connaissance de list.flatten. En fait, l'opération qu'on va faire, ça va être une opération de concaténation de liste en considérant tous les éléments de lst collect. Donc vous allez faire list.foldLeft avec l'opérateur de concaténation de liste. Arrobase. On commence par la liste vide, c'est notre élément neutre de notre structure. Et on applique ça sur lst collect. Voilà, donc il faudra vérifier, mais je pense que dans la librairie standard, list.flatten est codé comme ça. Peut-être de manière plus efficace, il y a des possibilités peut-être d'optimisation, mais en tout cas conceptuellement, ces deux instructions ont le même effet. On préfère évidemment la première, puisqu'elle est plus concise, en tout cas en surface. Voilà donc pour le premier exercice. Vous avez ici quelques éléments de réponse, j'espère que c'est à peu près clair. Donc je mets le fichier en entier, comme ça vous pouvez le capturer si vous en avez l'envie. Donc ça ne fait pas partie de la réponse. Voilà, vous pouvez le capturer pour vous en inspirer pour vos réponses. Très bien. Donc maintenant on va terminer cette petite présentation avec les premières recommandations du TP. Donc là on vous dit on vous fait l'explication, donc je vous laisse vraiment lire ça tranquillement. Vous avez un système de fichiers dans lequel vous allez maintenir donc des répertoires et des fichiers qui sont de 6 types différents. Voilà, donc le type string, on va l'appeler string pointé ici parce que string.compare marche sur des éléments de type string pointé qui sont en fait le type string, il n'y a pas de problème. Et string.compare, ça vous fait une comparaison lexicographique en vous renvoyant un peu comment c'est -1, 1 ou 1, suivant celui qui est plus petit. Donc là, vous allez avoir -1. Quand vous avez tout le monde égal, vous avez 0. Ça, vous êtes habitué. Voilà, donc là, vous voyez que vous avez un nom de fichier, c'est un string. Alors ici, point important, vous avez un type somme avec un unique constructeur. Alors à quoi ça sert de faire ça? Ça peut paraître inutile. L'idée, c'est juste que ça vous permet de mieux typer vos objets. Parce que vous allez ici, si vous écrivez juste fsFolder égale fsItemName,
ce qui serait conceptuellement correct, puisque finalement, on peut dire qu'un répertoire, c'est juste un nom, hein, comme mentionné ici. Bah, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir distinguer le type chaîne de caractères de type répertoire. Donc c'est pour cette raison qu'on le met à l'intérieur d'un type somme à un unique constructeur. Comme ça, vous allez écrire folder de ABC, et cette expression sera bien de type fsfolder. Vous avez le même comportement qui est fait pour le type file ici, hein. Vous avez un type somme avec un unique constructeur attaché à un triplet. Donc un fichier, qu'est-ce que c'est? C'est un nom avec un type et avec une taille. Voilà. Le type du fichier, ce sont ces 6 types-là. Et la taille, évidemment, c'est un int. Vous voyez, on décide de mettre des alias pour gagner un tout petit peu en sémantique. C'est un procédé qui n'est pas obligatoire, on aurait pu juste écrire int ici. Mais bon, comme ça, en tout cas, on a un petit gain. On aurait également pu adopter une variante ici pour fsfile, c'est-à-dire de mettre des types enregistrement, ça aurait été possible. Voilà. Ça aurait été une variante possible. Là, avec des triplés, on va accéder à nos éléments par des constructions. Donc, comme il n'y en a que 3, ça reste tout à fait raisonnable. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Votre système de fichiers, eh bien, c'est effectivement un arbre général. Vous voyez, si on compare le type ici, vous avez des feuilles. Alors là, on les a mis en dernier. Donc une feuille, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier. Si vous regardez un système de fichiers, bah, évidemment, les feuilles, vous ne pouvez pas plonger récursivement dedans. Ce sont des éléments terminaux. On a donc ici un file item qui est donc un fichier, donc ça porte une feuille comme ça. Et vous avez un répertoire qui est donc l'équivalent de nos nœuds internes qu'on avait tout à l'heure. Vous avez donc un répertoire, un nom, et puis une liste d'éléments récursifs, donc une forêt. Ordonnée parce qu'on décide d'avoir un ordre sur nos fichiers, pourquoi pas. Même si dans un système de fichiers classique, l'ordre n'est pas forcément significatif. Mais en informatique, c'est assez difficile de représenter des structures non ordonnées. C'est une problématique qui est évidemment résoluble, hein, mais les arbres non ordonnés, vous n'avez pas de différence entre l'ordre des arbres qui apparaissent dans les forêts, sont un peu plus complexes à manipuler. Donc c'est pas l'objectif de ce TP-là. Voilà, donc je ne vais pas vous guider plus, je pense que vous avez déjà pas mal d'informations. Ici, vous avez donc des questions un peu guidées avec des tests à la fin pour comparer que tout marche bien, donc ça vous les regarderez tranquillement. Donc c'est un TP qui à la base était prévu pour être fait en 2 heures, à cause du fait que ça tient sur un examen, mais pas d'inquiétude, c'est un examen qui était assez difficile, donc si vous le faites en plus de 2 heures, c'est tout à fait normal, et même plutôt bon signe en fait, hein. Il y a vraiment du travail à faire ici. Notamment, il y a certaines fonctions qui sont assez abstraites. Vous avez voilà, quelques contraintes qui apparaissent, quelques éléments qui sont un peu plus déroutants que d'autres, mais ça vous fait un excellent entraînement concret de manipulation de structures arborescentes, hein. On n'est plus dans les arbres binaires où on fait des calculs de hauteur qui ne sont pas très utiles. Là, on fait vraiment des calculs avec des applications directes. Très bien, donc on va s'arrêter là. Bon courage à tous. Vous aurez les instructions de rendu sur la plateforme et d'éventuelles instructions annexes si il y a des choses particulières à dire. Bon courage à tous et à bientôt.